Très bien, Eric, responsable e-commerce. Parfait. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver ici pour ce webinaire sur la qualité des formulaires web et la qualité de données. Alors, je pense que le son est bon pour tout le monde. Encore une fois, si vous avez des petits soucis de son, n'hésitez pas à friser la caméra. Voilà, Camille. Marketing, l'écran de sondage. Voilà, on le retire. Voilà. Merci à tous. Donc, bienvenue. Simplifier la saisie, garantir la transformation, garantir la saisie, bien sûr, et transformer plus. Et c'est l'objet de ce webinaire, parce que les formulaires, aujourd'hui, on va le voir, on est dans un contexte digital dans lequel le formulaire est omniprésent. Donc, quelles sont les solutions pour garantir cette saisie, pour la simplifier et pour transformer plus? Comment l'intégrer simplement? Quel type de budget? Et une session de questions-réponses à l'issue de ce webinaire. Alors, un autre sondage ici, donc je vais repartir sur la partie sondage, voilà, et on va faire, voilà, ici un autre petit sondage, voilà. Quel type de formulaire avez-vous l'habitude d'utiliser aujourd'hui? Voilà, donc e-commerce, mobile commerce, inscription, alors vous pouvez voter, je pense, voilà, théoriquement, sur plusieurs, si je ne me suis pas trompé, sur plusieurs votes en même temps. Enquête de satisfaction, identification, inscription, demande d'information. Un seul choix possible. Ah, alors mettez, bon, ça c'était une petite, j'ai cru cocher plusieurs choix possibles. Mettez le prioritaire, alors celui que vous faites le plus. Voilà, formulaire d'inscription aujourd'hui, demande d'information et le e-commerce derrière. Voilà, donc on a certaines grandes tendances. Bon, désolé pour le multiple choix, mais ça nous permet voilà, de nous inscrire. Déjà, on voit que l'inscription et la demande d'information sont importantes et le e-commerce. Parfait. Merci de cette participation. Alors, on va enlever le sondage, on va revenir au contexte digital. Effectivement, le formulaire est omniprésent puisque 80%, 81% des personnes gèrent au moins un formulaire par jour, se connectent au moins à un formulaire par jour. Alors vous aurez ces statistiques, je ne vais pas m'apesantir dessus. En plus, c'est des choses qui sont relativement mouvantes, mais elles ont été conservées même si elles ne sont pas du mois dernier, ces statistiques, pour montrer l'importance de notre monde omni-connecté et des formulaires qui soient d'identification, d'inscription, de demande d'information ou bien évidemment de e-commerce ou de m-commerce. Et 49% des gens déclarent s'être au moins une fois arrêté à cause d'un formulaire trop compliqué à renseigner dans un processus d'achat. Donc ça veut dire qu'on a des contraintes par rapport à ces formulaires et par rapport à l'abandon de panier quand même, parce que les process doivent être de plus en plus souples, donc, et le formulaire reste un frein par rapport à ça. Donc quels sont les freins? Il y a des freins notamment par rapport au temps, vous on le voit sur cette échelle-là, et c'est vrai que lorsqu'on veut garantir la donnée, on a tendance à mettre un certain nombre de contrôles, et ces contrôles dans le formulaire deviennent un frein. Donc comment faire pour effectivement faire en sorte que les gens, de plus en plus connectés aussi sur leur smartphone, eh bien, achètent plus facilement et saisissent plus facilement les formulaires et notamment les aspects donc de coordonnées. On va le voir. Donc la qualité, on doit ici, pour faciliter cette expérience de l'utilisateur, trouver un équilibre, une harmonie entre la qualité des données, donc la gestion des erreurs et donc tous les contrôles qu'on va mettre en place, avec la productivité, la rapidité, la fluidité, le confort en fait de saisie, et puis la lisibilité, la simplicité et l'ergonomie du formulaire. Alors, on va s'attacher à vous montrer quelques
quelques solutions. Alors, vous en connaissez déjà parce que vous utilisez au quotidien aujourd'hui un certain nombre d'outils. Donc, vous avez des assistants qui vous permettent de récupérer une saisie déjà effectuée. Donc, ces assistants, on les retrouve dans les navigateurs web notamment. Vous avez la possibilité d'utiliser des comptes de réseaux sociaux pour vous loguer par ailleurs, parce que c'est vrai que les logins mots de passe se multiplient et c'est pas toujours simple de s'en souvenir. Alors il y a des coffres-forts électroniques qui nous aident également à nous souvenir de ce type de choses, mais on a parfois certaines méfiances à les utiliser et puis on n'aime pas forcément se connecter sur des sites avec un compte de réseau social et puis lequel choisir parfois. On peut utiliser des bases de données clients ou des bases de données annuaires externes pour pré-remplir de l'information, on va y revenir tout à l'heure. On peut bien sûr abréger la saisie lorsque les systèmes permettent de le faire. On peut dicter la saisie et c'est de plus en plus pratique avec les mobiles puisque forcément sur un mobile, il y a un micro, ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les ordinateurs, même si aujourd'hui on peut considérer qu'une grande partie de ces ordinateurs disposent d'un micro et d'une webcam qui sont directement intégrés dans le système. Et puis bien sûr, on peut faire un mix de plusieurs de ces différentes solutions. Alors quels sont l'enjeu? Bien évidemment, on l'a dit, c'est la qualité de données et la vision unique du client, parce qu'il faut fluidifier, il faut transformer plus, mais il faut surtout aboutir à cette qualité de données qui va nous permettre ensuite de pouvoir agréger cette vision 360 degrés du client, parce que trop souvent, dans les formulaires web, lorsqu'on fait des demandes d'inscription, lorsqu'on fait des demandes de documentation, on ne prend que partiellement l'information et du coup, on a du mal à réagréger cette information et l'adresse email ne sert forcément pas toujours à identifier, à qualifier l'unique. D'ailleurs, dernièrement, une DMP m'a fait changer de nom et de prénom. Je suis devenu Frédéric QUE d'ailleurs, parce que voilà, il y a un mauvais match avec les cookies, il y a un mauvais match avec l'identifiant de mon terminal, et donc on n'arrive pas forcément à rapprocher correctement l'information, d'où l'importance des informations qu'on va saisir dans ce formulaire. L'objectif, assister. Donc ça, c'est la façon dont on va s'y prendre. L'enjeu, c'est la qualité de données, c'est la vision unique du client, c'est aussi de transformer bien sûr plus. Et l'objectif, c'est d'assister, c'est de simplifier la saisie et garantir, et on va le faire avec un certain nombre de services. Alors, je vais vous en présenter aujourd'hui. À Mabis, on propose 11 des services prêts à l'emploi qui concernent bien évidemment les coordonnées de l'internaute, alors de l'internaute qui soit consommateur B2C ou B2B. On va s'attarder un petit peu sur l'email, le téléphone, l'adresse postale et l'adresse géographique. Je ferai un distinguo entre les deux. Et puis, on peut également saisir d'informations B2B, SIRET, NAF lorsqu'on fait de l'inscription entreprise. Alors, je n'ai pas fait ce sondage-là. Éventuellement, si certaines personnes peuvent préciser dans le chat s'ils sont B2B, B2C, pour qu'on voit la proportion. Alors, la validation d'email, et là, je parle de validation temps réel, c'est-à-dire que lorsque la personne saisit son email, on va le faire en quelques millisecondes et on ne peut pas excéder plusieurs secondes, bien évidemment, parce que c'est beaucoup trop long. Il y a du B2B ici, c'est intéressant. Donc, on va bien sûr valider la syntaxe, mais ça, c'est relativement simple. Et on a la possibilité de valider le user et le nom de domaine. Et j'ai d'ailleurs, vous voyez ici sur l'image, on a saisi gmail.com au lieu de gmail.com. Et ça fait mal, effectivement. Et on a la capacité, avec un certain nombre de services web, donc temps réel, de pouvoir corriger cette frappe erronée et de valider potentiellement le user. Alors, l'astuce, c'est de mettre effectivement dans un formulaire la validation de l'email et la saisie de l'email plutôt dans les premiers champs à saisir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise cette technique-là, on va interroger des serveurs distants et on ne maîtrise pas le temps de réponse sur ces serveurs. Autant sur certains autres services que l'on va voir par la suite, on aura des temps de réponse qui seront aux alentours de 10-15 millisecondes. Je parle bien de millisecondes, donc ce n'est même pas le temps de rafraîchissement d'une page web aujourd'hui. Alors qu'ici, sur l'email, du fait de contraintes techniques, on peut atteindre l'ordre de la seconde. Alors, oui, on reviendra sur ces questions-là, Jean-François.
Mais effectivement, lorsque le nom de domaine n'est pas détecté, eh bien, il va y avoir une alerte. Alors, deux possibilités, soit le nom de domaine existe, mais il n'y a pas d'IP derrière, enfin, il y a un certain nombre de contraintes techniques et on va l'indiquer, soit il n'existe pas du tout, et là, comme par exemple gmail.com, on va le rapprocher automatiquement de gmail.com parce que nous avons des tables de nom de domaine avec des fréquences d'apparition qui font que Gmail est orthographiquement proche de gmail.com et qu'en plus, statistiquement parlant, on a plus de chances de trouver Gmail qu'un autre nom de domaine. Voilà, donc là, on va faire ce rapprochement. Et ensuite, une fois qu'on a validé la première partie, donc la partie nom de domaine, on va ensuite aller voir si le user, donc la partie avant l'arrobase, existe ou pas. Alors là, ici, je dois en toute honnêteté vous préciser une contrainte technique, c'est que cette validation technique qui se fait temps réel et n'est pas fiable à 100% au ce sens où, selon la programmation, le paramétrage du serveur de messagerie, on va obtenir ou pas une réponse. Si on obtient une réponse comme quoi le nom de l'utilisateur est invalide, ça peut être valide, donc ça peut être considéré comme juste. Par contre, dans certains cas, on n'a pas du tout de réponse, et donc là, on ne peut pas dire si c'est oui, si c'est non, puisqu'on n'a pas de réponse du serveur, et il y a un certain nombre de serveurs qui sont programmés comme ça. Alors aujourd'hui, des gens comme Gmail, comme Orange répondent parfaitement, Yahoo ne répond pas, et des gens comme Free, par exemple, pour parler de serveurs B2C, répondent pendant un certain temps, et puis si vous faites trop d'interrogations dans un laps de temps déterminé, vont vous blacklister pendant quelques heures. Voilà, donc on doit tenir compte dans nos algorithmes de tout ça. Pour ce qui concerne les serveurs de messagerie B2B, là aussi, ça dépend vraiment du paramétrage et on a moins de chances quand même d'obtenir des réponses que sur des gros serveurs de type B2C. Et là, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors par ailleurs, ici, on ne peut pas tenir à jour forcément des annuaires d'emails qui seraient exhaustifs parce que bien évidemment c'est complexe de tenir ces annuaires. Alors on a des annuaires de Hardboons, encore faut-il pouvoir mettre à jour un certain nombre de ces... il faut pouvoir mettre à jour cette information comme dans tout annuaire, hein, c'est la problématique. Et donc, les correspondances ne se font pas forcément ici avec des annuaires, mais plutôt avec des aspects techniques en temps réel. Alors, pour le téléphone, on va ici utiliser l'annuaire universel, dont Amabi c'est opérateur intermédiaire, c'est-à-dire qu'on collecte les abonnés des différents opérateurs, et notamment pour le téléphone inverse, ça va permettre, lorsqu'on va renseigner un numéro de téléphone, eh bien d'obtenir une information directement. Alors je vais vous montrer une petite vidéo rapidement. Alors si vous avez du son, vous pouvez couper le son sur la vidéo. Certaines des vidéos que je vais vous montrer peuvent avoir du son. Donc vous voyez ici, on a saisi le numéro de téléphone en premier champ juste après l'email et automatiquement ça nous a rempli les coordonnées puisque Amabis apparaît dans l'annuaire et donc on est directement ici. On a gagné donc en saisie sur le... Et voilà, je ne retrouve plus ma présentation. Alors, c'est bien les onglets. J'ai retrouvé ma présentation. Donc, voilà pour la petite vidéo. Vous avez vu, donc ça permet de gagner. Et une petite astuce consiste à indiquer à la personne, on a un client qui l'a fait, il indiquait tout simplement, si vous êtes présent dans les pages blanches ou dans les pages jaunes, vous pouvez saisir votre numéro de téléphone pour éviter de saisir vos coordonnées. Et donc, comme ça, il n'y a pas de surprise et ça permet donc de rassurer la personne sur le fait qu'on connaisse ou non. Alors, autre astuce, imaginez que vous avez une base client, vous avez des téléphones qui sont renseignés dans cette base client, donc vous pouvez, dans un premier temps, et même pour un opérateur, parce que vous pouvez avoir des opérateurs aussi à qui il faut simplifier la vie lors de la saisie de l'information, notamment en partie back-office. Donc, vous saisissez le numéro de téléphone, c'est une clé d'entrée intéressante si vous avez cette base client, puisque vous allez aller voir directement dans votre base client, et si vous n'avez pas une correspondance dans la base client, à ce moment-là, vous pouvez faire appel au service annuaire téléphonique d'Amabis qui va vous permettre donc d'aller chercher dans cette base annuaire téléphone dans laquelle on a environ 33 millions de numéros de téléphone. Alors, je répondrai aux différentes questions à l'issue de cette
présentation. D'ores et déjà, oui, effectivement, là, pour l'annuaire téléphonique, c'est franco-français. On a des partenariats pour des annuaires à l'étranger, sachant qu'il y a aussi des contraintes législatives, parce que vous avez des pays comme les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Espagne, qui interdisent l'aspect téléphone inverse dans les bases de données. Alors, dernier sondage, vous voyez, je vous fais participer aujourd'hui. Dernier sondage, ils sont ici, chaud, parce que j'ai une petite question à vous poser. Voilà, c'est le dernier, j'ouvre. Alors, là, vous avez droit qu'à une seule réponse. Alors, on ne joue pas avec votre argent, donc soyez rassurés. Et il y a ici une petite... combien de lignes d'adresse, puisqu'on va passer maintenant à l'adresse, doit-on mettre dans un formulaire? Alors, je précise dans un formulaire, et c'est hors destinataire, hors pays, et avec le code postal et la ville. Voilà. Alors, on me dit une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes. Alors déjà, personne ne m'a dit 0. Ça veut dire que vous considérez tous que l'adresse est un élément intéressant, effectivement, à collecter, parce que même si on ne fait pas d'e-commerce, je vais revenir, on a besoin de l'adresse, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc, on est sur 2 lignes, donc code postal, c'est 2 lignes qui l'emportent, donc code postal. Voilà. Alors, merci de vos votes. Donc, résultat maintenant de cette enquête. Alors, je vous présente une adresse ici, une adresse de particulier, où vous voyez qu'il y a un certain nombre de lignes. Hein. Alors, on a le destinataire ici, donc je vous avais dit hors destinataire, et je peux en compter 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc, il y a 5 lignes avec le code postal ville hors pays. Donc, ça ferait 6 lignes, et au total, 7 lignes avec le destinataire. Donc, ma question portait sur le formulaire. Je vais redéfinir ensuite ici. Là, on a 2 destinataires pour une zone, pour une adresse B2B. Alors, j'ai posé la question combien de lignes dans un formulaire. Ça ne veut pas dire que parce que dans mon formulaire, il y a 1 ligne ou 2 lignes, je vais avoir la même chose en base de données. Apprenons à faire le distinguo entre ce que je donne en saisie pour simplifier la saisie et ce que je vais renseigner en base de données, parce que j'ai des services web justement qui vont me permettre d'assister et de valider mon adresse. Alors ici, on vous a mis une adresse un petit peu complexe qu'on ne rencontre pas tous les jours, parce que tout le monde n'habite pas dans un lieu dit où il va y avoir une résidence avec un appartement et un escalier. Mais vous avez ici le type d'information le plus complet possible sur une adresse et qui correspond aux normes postales françaises. Alors, bien évidemment, à l'international, les normes ne sont pas les mêmes, mais on peut retrouver le même type d'information à l'international avec des règles peut-être un tout petit peu différentes. Par exemple, parfois, le numéro se trouve après la voie, mais on va retrouver des informations de ce type-là. Donc, si vous ne mettez pas suffisamment d'informations dans votre base de données, et non pas dans le formulaire, hein, je parle bien de la base de données, vous n'allez pas pouvoir enregistrer un certain nombre de choses, et si vous n'enregistrez pas ces choses-là, vous n'aurez pas les moyens de comparer et donc d'identifier précisément quelqu'un, un individu ou une entreprise, lorsque vous ferez des opérations de dédoublonnage, notamment pour avoir cette fameuse vision 360 degrés du client. Donc 5 lignes, c'est l'idéal, c'est ce qui nous permet de respecter la norme. 4 lignes, donc code postal ville, c'est acceptable. On ne respecte pas tout à fait la norme parce qu'on va être obligé de tasser sur une même ligne ici, avant la voie, de tasser les compléments de localisation, mais on arrive à rentrer la totalité de l'information. Et vous voyez que si j'ai 2 lignes plus le code postal ville, donc c'est-à-dire 3 lignes au total, je vais commencer à perdre de l'information puisque je suis obligé de supprimer la localité, enfin le lieu dit. Et puis ici, avec une seule ligne plus code postal ville, eh bien, je perds beaucoup d'informations et lorsque je vais comparer des choses comparables ensuite dans ma base de données, je ne pourrai pas rapprocher ces personnes-là et donc obtenir cette vision unique du client. Voilà, donc distinction, on va le voir maintenant. J'ai le droit de mettre moins de lignes dans mon formulaire, mais à condition que j'ai quand même le bon nombre de lignes dans ma base de données. Alors comment est-ce qu'on procède ? On peut procéder par exemple avec une saisie fluide. Et là, j'ai illustré sur cette diapositive, vous voyez l'adresse d'Amabis
et j'ai mis 3 lignes plus le code postal ville. Donc, les différents exemples que vous allez voir s'appuient tous sur ce même rendu. C'est-à-dire que ici, on a choisi quelque chose qui est compatible d'ailleurs avec la dictée vocale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dicter comme on le ferait sur son smartphone, l'adresse, et on va pouvoir même l'abréger. Vous voyez, ici, on a mis 31 avenue Leclerc, et on tape simplement le code postal, et même pas la localité. Donc, l'intérêt de ce type de saisie fluide, il est qu'on a la possibilité non seulement d'abréger, non seulement de déstructurer complètement l'adresse et de ne pas cloisonner cette information, mais en plus, comme il n'y a qu'un seul champ de saisie, on va pouvoir lui ajouter la dictée vocale et donc fluidifier l'information. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, je saisis 31 avenue Général Leclerc en faisant une faute et j'organise l'information avec le bâtiment Amanda et l'étage 2 dans un ordre qui n'est pas celui de la norme postale. Et je mets uniquement le code postal. Donc, vous voyez, là, je vais valider et en retour, le service web m'a permis de structurer totalement l'information et de le rentrer dans la base de données de façon structurée. Donc, j'ai bien en entrée un seul champ de saisie. Par contre, en sortie, je vais en avoir plusieurs qui sont correctement identifiés. Et donc, voilà, 5 Voltaire. Ici, je suis sur une ambiguïté. Et je vais pouvoir, le système m'a dit qu'il y a une ambiguïté. Soit je peux modifier ma saisie, soit je vais pouvoir choisir parmi d'autres propositions listées par le système. Donc, vous voyez, non seulement j'assiste dans ma saisie, je la simplifie, je permets l'abréviation et je gagne du temps, mais en plus je contrôle et je structure l'information directement. Je reviens à mon diaporama. Donc voilà pour la saisie fluide. Alors, ça c'est bien pour des opérateurs qui ont l'habitude de saisir, par exemple, comme on le ferait sur une enveloppe, et on va faciliter la productivité. Mais on nous a dit, oui, mais nous, on a des gens qui sont occasionnels et on voudrait les encadrer parce qu'ils ne savent pas qu'il faut mettre tout un tas d'informations. Et donc, pour ça, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un autre type de saisie. C'est une saisie d'idées qui va être moins souple parce qu'on va encadrer les gens, on va leur demander un petit peu plus d'informations. Ils vont devoir faire des tables. Vous voyez, on va devoir faire des tables d'un circuit à l'autre. Mais par contre, on a du coup la possibilité, dans un peigne bien défini, de leur dire, voilà, tu dois rentrer ça, tu dois rentrer ça, tu dois rentrer l'entrée, le bâtiment, etc. Donc là, ça guide l'utilisateur. C'est moins rapide, c'est moins fluide, mais au moins, pour des utilisateurs occasionnels, on va les guider. Alors, on pourrait mettre des champs sur la dictée vocale un petit peu partout, mais c'est quand même moins pratique parce que voilà, il faudrait qu'il appuie sur le petit bouton pour dicter. Donc, c'est moins intéressant. Et puis, on peut aussi ici ajouter du coup de l'autocomplétion sur le code postal ville. Alors, ce qui est intéressant quand même avec ce peigne, c'est grâce au service Amabis, même si la personne ne respecte pas le peigne, je vais vous le montrer sur le deuxième, vous voyez, elle met en abréviation d'ailleurs 31 Leclerc sur le point de remise qui n'est pas du tout là qu'il faudrait le renseigner, et puis elle met directement le code postal sur le point géographique. Le service Amabis va quand même renseigner correctement et redresser correctement l'adresse et va la retrouver directement. Donc, on facilite ici, on simplifie également, même si la personne ne respecte pas le peigne grâce à ce service de normalisation postale. Donc, on est dans cette saisie guidée. Troisième type de possibilité, c'est une saisie encadrée qui va intégrer davantage l'autocomplétion. Donc, on retrouve un peigne, mais contrairement à celui que l'on a vu précédemment, il est inversé, c'est-à-dire qu'on va commencer par le code postal et puis on va descendre pour pouvoir ici, sur le code postal, obtenir une information avec une autocomplétion et ensuite aussi avoir une autocomplétion sur la voie. Ce système est un peu désuet parce que s'il substitue à cette saisie encadrée aujourd'hui un quatrième mode qu'on appelle la saisie prédictive. Alors cette saisie prédictive, alors on est toujours sur le même type d'adresse, hein,
Elle permet donc en un seul champ, et là on est compatible parfaitement avec la saisie, avec la dictée vocale, hein, que ce soit celle de Microsoft, de Google, d'Apple ou autre. Hein. On va pouvoir mettre donc en amont la dictée vocale et renseigner en un seul champ. Et là, quand on tape, on a la suggestion automatique au fur et à mesure de la frappe. Alors vous voyez qu'on a mis 31 AV Général Leclerc, donc on peut même faire des abréviations, on peut même se passer d'un certain mot. Si j'avais fait 31 AV Leclerc 92, j'aurais eu le même type de proposition, et donc il me propose dans le 92 les avenues du Général Leclerc qui sont disponibles, et ça va permettre à l'utilisateur, ça va lui permettre de choisir son type d'information. Alors attention tout de même, hein, pour les gens qui sont astigmates comme moi, on peut de bonne foi dans ce cas-là, lorsque la liste est un petit peu longue, on peut venir cliquer sur la Garenne-Colombe alors que je suis à Bourg-la-Reine et je ne fais pas attention, parce qu'il m'arrive d'être étourdi aussi. C'est rare quand même, hein. Je fais de plus en plus attention à ce que je fais sur l'ordinateur. Je plaisante. Mais je pourrais très bien valider la Garenne-Colombe, ça me ferait une adresse parfaitement valide, mais qui serait fausse. Voilà. Alors, avantage, cette saisie prédictive, vous allez me dire, oui, Google fait ça, effectivement, Google fait ça, mais ce que ne sait pas faire Google, c'est tenir compte de compléments postaux, parce qu'ici, on est sur une adresse plutôt géographique, lorsqu'on travaille uniquement sur la voie. Les compléments postaux, c'est ceux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les compléments de localisation, notamment au niveau des résidences, des bâtiments, avec les escaliers, avec les étages, avec les portes, avec les bâtiments. Donc là, si je mets un bâtiment qui n'est pas connu de nos référentiels, bâtiment Amanda par exemple, le système va le reconnaître et va le conserver tout en continuant de proposer des choses qui vont s'afficher directement. Donc là, l'utilisateur pourra choisir la première ligne puisque je suis bien au 31. Voilà. C'est ce qu'on appelle la saisie prédictive. Et derrière, vous avez une analyse complémentaire. Donc, une fois qu'on a fait cette saisie sur une ligne qui vous redistribue les éléments parfaitement selon la norme postale. Et donc, c'est ce que vous allez intégrer dans la base de données. Donc, vous voyez qu'en fait, sur une simple adresse, non seulement vous pouvez mettre une seule ligne de champ de saisie dans votre formulaire, mais vous allez avoir plusieurs façons pour avoir une information qui soit normalisée, qui rentre correctement dans la base de données. Alors, on fait ça également à l'international sur 249 pays et territoires. Et là, on le fait aujourd'hui avec un champ de saisie déstructuré, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un seul champ, on va pouvoir mettre les différents éléments. Alors, c'est très pratique parce que la norme n'étant pas identique dans tous les pays, le numéro pouvant se trouver devant, derrière, les compléments n'étant pas forcément à la même place, on va déléguer finalement à l'utilisateur de saisir comme s'il faisait dans son propre pays. Et je vous montrerai juste, voilà, sur ce que ça donne ici. Donc on pourrait saisir voilà, une adresse. On saisit un spa en Italie. Vous voyez, donc c'est la via Ferrari. Bien sûr, en Italie, c'était difficile d'échapper. À Rome. Voilà. Et donc le système, instantanément, va nous dire, bah, tiens, il y a plusieurs voies Ferrari à Rome. J'ai une mauvaise qualité d'image là sur celle-ci. Je pense qu'elle n'est pas forcément bien dimensionnée. Voilà, donc on restitue bien le code postal qui est associé à la via Ettore Ferrari. Et vous voyez, on avait bien tout à l'heure ici un champ, on a bien un champ déstructuré qui convient donc à l'ensemble des pays. Et selon les pays, le système va localiser les bons référentiels et les bons moteurs de recherche, et ce au travers du même formulaire. Voilà, donc 249 pays et territoires sont validés. Donc bien sûr, on a tous les pays européens. Alors, le système dépend bien sûr de la qualité des référentiels. Et en Europe, on a la chance d'avoir un certain nombre de référentiels qui sont proches de la qualité de ceux qu'on connaît en France et qui sont bien évidemment excellents en France, même s'il y a toujours certains défauts d'exhaustivité compte tenu de la capillarité de notre pays. Alors,
En synthèse, voici un exemple que vous pourrez retrouver sur le site amabis.com. Vous voyez, on a mis ici le pays en premier. C'est une information importante, le pays, il est pré-renseigné à France, bien évidemment. L'email, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, parce que les temps de réponse peuvent être plus ou moins longs. Ensuite, le téléphone, parce que en fonction, ça peut pré-remplir automatiquement un certain nombre de champs. Et puis derrière, l'entreprise, le nom, le prénom et l'adresse. Vous voyez ici, on a un seul champ d'adresse parce que lorsque je vais cliquer, soit je suis en saisie prédictive, comme je vous le montrais tout à l'heure, soit je suis en saisie fluide, assistée, soit avec la dictée, on va pouvoir renseigner directement. Mais dans mon formulaire, j'ai qu'un seul champ, ce qui permet de simplifier le formulaire et de le rendre beaucoup plus digeste. Alors maintenant, juste quelques mots sur la sirétisation pour vous montrer comment ça fonctionne, puisqu'on va pouvoir, grâce au système, alors moi j'ai là, vous avez du son ici, vous pouvez le couper directement en bas, vous pouvez couper votre son de la vidéo pour pouvoir continuer le live. Voilà. Donc cette sirétisation, elle est en partenariat avec la base de données Elisphère et on a deux possibilités. Soit je recherche la société Amabis dans une France entière, par exemple, et donc ici, il n'y a pas 36 Amabis en France, donc il n'y en a qu'un. Soit je vais pouvoir, si je recherche quelque chose, c'est un petit peu plus difficile, on va le voir. Donc vous voyez, toutes les informations. Il existe deux niveaux d'information en retour sur les informations qui remontent de la base de données Elisphère m'évite une saisie lorsque je fais par exemple un compte e-commerce d'entreprise. Donc je vais même récupérer le code NAF, le code APE, je vais récupérer le SIREN, je vais récupérer le SIRET, des effectifs, une adresse complète, un téléphone. Donc ce qui fait gagner beaucoup de temps de saisie pour des opérateurs. Alors, je suis rentré là par l'adresse et par la raison sociale, mais je peux rentrer également par le SIRET. On obtient en retour les informations. Voilà, et là, il n'y a pas de choix possible, on arrive directement. Alors, on va le voir qu'il y a également des cas d'approximation. Imaginez, vous cherchez une entreprise de type EDF, je crois que c'est l'exemple qui suit, voilà, EDF. Elle est dans le 16e arrondissement. Et là, on a plusieurs établissements. Donc, le système va vous proposer de choisir parmi les différents établissements. Alors, il y a EDF, ça peut être Électricité de France, bien sûr. En termes de réponse, mais oui, il y avait propositions sont réalisées au travers d'une popine qui va des approximations. Le choix et donc, on a pu choisir l'information d'une seule de ces en fonction sélectionnées de l'adresse. Donc, vous allez récupérer l'ensemble de ces informations-là que, de ce fait, l'utilisateur n'a pas à saisir. Alors, comment est-ce qu'on intègre ces différents services web? Je vais vous dévoiler ici en exclusivité, si j'ai la vidéo. J'ai pas la vidéo. Alors, j'ai pas la vidéo. Quelle heure est-il? On est un petit peu en retard, j'ai pas la vidéo, mais en quelques minutes, on a la possibilité de le faire sur le site SoEasyForm. Je voulais vous montrer la vidéo du prochain, site qui va voir le jour dans quelques jours. Ça sera pendant les fêtes ou juste avant Noël. Ça sera notre cadeau de vous offrir une nouvelle mouture responsive du site SoEasyForm qui, en quelques minutes, vous permet de déclarer votre formulaire, d'analyser en ligne votre formulaire et de choisir l'ensemble des services, parmi les 11 services que j'ai brièvement présentés, lequel ou lesquels sont les plus adaptés, et donc d'enchaîner même d'ailleurs plusieurs services. Et ça prend quelques minutes pour les mettre sur votre site web, entre autres sites web. Alors, quelques exemples budgétaires maintenant sur 3 services. Si on cumulait dans un formulaire le service email pour valider les emails, le téléphone et l'adresse, telles que selon les différentes formules proposées que je vous ai évoquées. Alors, je vous ai mis ici pour un formulaire, un volume de formulaire annuel de 1000, 10 000, 100 000 et 1 million. Alors, bien évidemment, moins j'ai de formulaire et plus ça coûte au formulaire, plus le budget est élevé. Mais regardez, donc je suis 1 € au formulaire pour éviter de la saisie et valider de la saisie à 3 centimes 58, voire 2 centimes 70 la 3e année, puisqu'il y a des effets dégressifs
en fonction des quantités que vous allez pouvoir cumuler sur un contrat qui n'est jamais remis à jour en termes de compteur. Et voilà les budgets mensuels au bout de la 3e année pour ce nombre de formulaires. Donc vous retrouverez tout ça dans la présentation que vous pourrez télécharger, je vous le rappelle, à l'issue de ce webinaire. Et donc avant de passer à la session questions-réponses, 2 petits mots sur Amabis, expert en data management, sur une approche globale qui est à la fois transversale dans l'entreprise, puisqu'on intervient à la fois sur des aspects d'organisation, sur des aspects humains de savoir-être et savoir-faire par rapport à tout cet aspect de traitement de l'information, et puis des aspects bien évidemment technologiques et des aspects métiers, puisque on va intervenir sur la partie bien sûr marketing commercial, la partie système d'information et une partie qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans notre monde de marketeurs, c'est la partie législative. Vous le savez, il y a en 2016 un nouveau règlement, le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui a été voté au niveau européen. Il va rentrer en ligne, il va rentrer en activité dès 2018, et donc dès 2017, il va falloir intervenir précisément sur les bases de données et sur la collecte de données, donc pour respecter davantage encore le droit du consommateur et protéger ses données. Alors, les métiers d'Amabis, c'est ceux de conseil, d'éditeur, d'intégrateur de solutions pour le data management, en particulier pour la data quality, pour laquelle on a un statut particulier, puisqu'on est à la fois prestataire, donc éditeur et intégrateur. On équipe un certain nombre de nos confrères avec des prestations correctives et préventives sur la data quality. Donc aujourd'hui, on a parlé de la partie préventive pour cette partie de data quality, avec tout ce qui permet donc de fluidifier également la saisie, parce que ça c'est le gros bénéfice consommateur. Donc on a des solutions logicielles, des solutions services, et puis on intervient sur les aspects référentiels client unique. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure d'ailleurs de vision unique du client pour les aspects de dédoublonnage, des aspects de CRM, des aspects de business intelligence et de marketing automation. Alors on est présent dans tous les secteurs d'activité, bien évidemment, parce que tout le monde est concerné par la data quality, que ce soit le secteur des collectivités locales ou bien évidemment le secteur marchand, le secteur du retail, le secteur de l'automobile, le secteur du transport, bref, on est présent dans tous les domaines. Alors, pas de prochain webinaire de prévu immédiatement, mais sachez que ce sera plutôt sur la fin du mois de janvier l'année prochaine, en 2017. Retrouvez-nous sur la chaîne Amabis Data Management, et je vais donc en profiter maintenant pour ouvrir la session questions-réponses. Alors, tout de suite, la première question de Jean-François, c'est Belgique et Suisse francophone couverte pour la partie adresse, oui. Pour la partie téléphone, pourquoi pas, oui, effectivement. Alors, sachez que sur la partie email, bien évidemment, il n'y a pas de frontières possibles sur cette partie email, il y en a beaucoup moins. Par contre, c'est vrai que les noms de domaine que l'on corrige sont des noms de domaine qui sont plutôt francophones, parce que c'est ceux qu'on a rencontrés le plus, donc on a des outils sur la partie francophone. Donc oui, pour la Belgique, voilà. Ces types de services sont franco-français. Donc, alors, on a en partie répondu sur la question. Alors, pour le téléphone, c'est plutôt européen. Sur l'adresse, c'est 249 pays et territoires. Sur la partie email, c'est international. Alors, comment détecte-t-on les adresses bidons comme fake@fake.com? Voilà, fake.com sera pas forcément détecté. Alors, j'ai pas fait le test, il faudrait le faire, mais fake.com ne sera pas forcément détecté comme un nom de domaine, et donc là, on aura une adresse invalide. Alors, sachez que nous, on fournit des outils prêts à l'emploi dont vous pouvez valider le scénario, c'est-à-dire le scénario d'intégration. Imaginez que l'adresse email est détectée comme invalide. Le service web Amabis vous renvoie à un indicateur qui dit que l'adresse mail est invalide parce qu'on n'a pas reconnu le nom de domaine. Charge à vous de savoir si vous voulez alerter l'utilisateur qui est en train de saisir, ou vous ne souhaitez pas l'alerter parce que pour vous, vous voulez pas, cette information n'est pas stratégique, et vous ne souhaitez pas
dirais, interrompre la saisie. Hein, c'est juste un questionnaire, par exemple, de satisfaction, et il n'est pas important que l'adresse email soit juste, donc vous n'allez pas interrompre la saisie en alertant l'internaute. Par contre, si vous voulez le livrer, si vous voulez faire tout un tas de choses et que c'est quelque chose qui rentre dans une base de données client, là, vous avez tout intérêt à effectivement alerter de l'erreur. Donc, encore une fois, vous avez le choix de contraindre ou de ne pas contraindre l'utilisateur. Donc, les outils qu'on vous fournit vous renvoient des statuts sur c'est bon, c'est pas bon, qu'est-ce que j'en fais derrière. À la limite, c'est un choix personnel en fonction du type de formulaire que vous allez avoir. Ok Jean-François, j'ai répondu. Erwan, ok. D'autres questions ? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de votre participation, de votre écoute attentive. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, passez d'excellentes fêtes. Et encore une fois, merci. À très vite. Merci Jean-François. Alors, vous aurez donc la nouvelle version. Revenez dans quelques jours sur so-easyform.com, so-easyform.com. Merci Sophie. Merci Audrey. À bientôt et encore une fois, excellente fête.